Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un article qui s'intitule « Petit guide à destination du manager cyber débutant ». Ce sont Étienne Ladan, bonjour Étienne. Bonjour. Et Théo Garrido qui sont à l'initiative de cet article. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs No Limit Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Paul Amar. Et bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Étienne, on a déjà réalisé de nombreux épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Étienne Ladan et je suis CERT Manager dans un grand groupe français. Théo ? Je m'appelle Théo Garrido et je suis ingénieur en Cyber Threat Intelligence pour un grand groupe français aussi, qui est le même qu'Étienne. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit qu'il fallait écrire cet article ? Eh bien, moi j'ai commencé le management assez récemment. Finalement, il y a 2 ans, un petit peu moins de 2 ans, j'ai pris ce poste-là. J'avais commencé un tout petit peu dans mon poste précédent à manager des gens. Et du coup, en arrivant dans mon poste actuel, je me suis rendu compte que j'avais jamais eu de cours en particulier ou de base théorique pour commencer à manager. Et en discutant avec Théo, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de poser un petit guide, une espèce de handbook, ou de tuto 101, comme on dirait en anglais, pour commencer le management d'une équipe cybersécurité et essayer d'éviter les principaux pièges, et puis surtout d'avoir une base de ressources avec lesquelles on peut travailler et commencer à manager une équipe. Alors justement, quels sont les principaux pièges à éviter ? Je pense que le premier piège qu'on pourrait vouloir éviter, ou en tout cas qu'on veut mettre en avant, c'est le fait de vouloir cacher des choses, surtout les choses qui vont mal à son propre management quand on est manager. Je vais essayer de m'expliquer. Quand vous êtes manager, vous vous retrouvez rapidement dans une position qui est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que vous avez votre propre management au-dessus de vous qui attend des résultats. Et en dessous de vous, vous avez ce que je qualifie un petit peu méchamment d'enclume, mais qui au final est votre équipe et avec laquelle il faut travailler. Et tout malheureusement ne se passe pas bien tout le temps. Et je pense que la première erreur qu'il faut éviter en tant que manager, c'est de cacher à son management ce qui ne va pas. Est-ce que justement aujourd'hui on entend beaucoup et on voit beaucoup dans les offres d'emploi, on est une équipe bienveillante et du coup sous couvert de bienveillance, en fait on ne se dit pas les choses. Alors c'est bien de se dire ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, parce que ça permet aux équipes de progresser et au management au-dessus de savoir comment peut-être ajuster le tir. Est-ce qu'on est dans cette idée-là ? Un petit peu, oui, parce que finalement, manager, ça implique de laisser le droit à l'erreur à son équipe et d'instaurer une certaine culture de la transparence au sein de l'équipe, de manière à permettre justement ces remontées d'informations. Et je voulais aller un petit peu plus loin dans cette partie-là, mais l'idée, c'est quand même de dire que on est aussi là pour gérer les choses qui ne vont pas en tant que manager. Et du coup, si on passe notre vie à dire tout va bien, tous mes indicateurs sont au vert, et en fait, on fait pas notre travail. Notre travail, c'est de remonter les indicateurs qui sont au rouge et de mettre en place les mécanismes qui soient termes process ou techniques ou humains, mais en tout cas que ces mécaniques-là se mettent en place malgré le fait que ça n'aille pas. Et justement, là, tu te retrouves à avoir des indicateurs un peu pastèques, c'est-à-dire vert de l'extérieur, rouge de l'intérieur, avec une équipe qui dysfonctionne, en fait. Après, aujourd'hui, sur le sujet des métriques, en fait,
c'est les indicateurs rouges en fait qui font progresser l'entreprise. C'est ces indicateurs-là qui nous amènent à nous poser les questions pourquoi ils sont rouges et comment ils se sont retrouvés dans cet état-là. Finalement, si on a des indicateurs qui sont plutôt bien choisis et qui reflètent vraiment notre activité et notre travail de tous les jours, quand on a un indicateur qui va s'allumer, qui va passer au rouge pour X ou Y raison, bah, ça va nous permettre de nous re-questionner et même de pouvoir rentrer dans une culture un peu de feedback, essayer d'aller questionner ces équipes sur ce qui n'a pas fonctionné par exemple. Et quels sont les indicateurs que vous avez par exemple ? Aujourd'hui, nous, sur les indicateurs qu'on a mis en place, il y a différents moyens. On peut s'appuyer sur différents frameworks qui permettent de mettre en place un certain nombre d'indicateurs. Il y a des choses, si je parlais plus de ce que je connais, donc tout ce qui est use case framework, des frameworks comme Speed ou Magma qui vont nous permettre de mettre en place tout un life cycle autour de je gère mes règles de détection, mais aussi de pouvoir se poser des questions sur le reporting, comment je le fais, les indicateurs qui peuvent être mis en place. Par exemple, on peut se baser sur un potentiel d'efficacité de règles, sur un nombre de règles qui sont en place, sur une couverture mitre, des choses comme ça. Je vais compléter un petit peu sur les indicateurs parce que ce que dit Théo est parfaitement vrai. On peut compléter avec d'autres choses qui ont été d'ailleurs vues dans nos limites sécu. Je crois qu'il y a quelques temps vous avez fait un épisode sur SIM3 avec Olivier Calef et Marc Fred. Typiquement SIM3 ça peut être un indicateur quand vous construisez un CERT tout simplement et vous vous basez sur votre indicateur de maturité. Et pour aller jusqu'au bout de la démarche, en fait, moi en tant que manager, un bon tableau de bord, c'est un tableau de bord qui est tout rouge et sur lequel je vais travailler pour faire passer mes indicateurs du rouge au jaune au vert. Et une fois que tout sera au vert, vous allez me voir repasser sur le tableau de bord et tout remettre au rouge en réaugmentant la barre d'un cran pour permettre à l'équipe de progresser de nouveau. Et au final, pour faire le lien avec ce que disait Paul en introduction sur les indicateurs PASTEC, c'est une expression que j'aime beaucoup, mais un bon indicateur, quelque part, il doit être un peu rouge, quoi. Alors, désolé de dérailler un petit peu la conversation, mais est-ce que c'est pas culturel ? Parce que dans une boîte anglo-saxonne, on a plutôt tendance à célébrer les succès et à toujours commencer par les choses positives, alors que dans les boîtes françaises, on a quand même tendance à se focaliser sur ce qui marche pas et à critiquer. Est-ce que, dans une expérience de management interculturel, est-ce que ça fait du sens d'avoir un tableau de bord complètement rouge ? Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver en fonction des environnements et pour peut-être faire le lien avec ce qu'on explique dans l'article, Théo et moi on n'a pas 40 ans de management à exposer, c'est aussi un peu à chacun en fonction de son organisation et de la culture de l'entreprise, comme tu le dis très bien Nicolas, de trouver son équilibre. Et effectivement peut-être que dans une boîte anglo-saxonne il faudra peut-être mieux viser des indicateurs un peu plus verts et dans une entreprise plus franchouillarde à l'ancienne, viser les indicateurs plus rouges, parce qu'on aime bien critiquer après tout. Et tu dis quelque chose d'intéressant sur le fait qu'en fait, pour moi, le plus important finalement, c'est de surmonter son ego et de savoir admettre qu'on a fait des erreurs ou qu'on n'a pas tout fait de manière parfaite. Ce qui est, à mon avis, pour en revenir au sujet de la cybersécurité, un peu le problème de la cybersécurité, où on a tendance à se voir un peu comme des surhommes. Il faut flaguer tous les CTF à 100%, il faut devenir domaine admin dans tous les pentests, etc. Et en fait, c'est pas possible. On est humain, on fait des erreurs, les systèmes, on est fatigué parfois, les systèmes dérivent, il y a des problèmes qui n'admettent pas de solution. Il faut faire des compromis, en fait. Il faut forcément choisir la moins mauvaise solution en sachant qu'il restera des trous, quoi. Et cette étape de la mort de l'ego, elle est quand même assez importante dans le succès du management, il me semble. Je crois qu'il y a un grand monsieur en cybersécurité qui a dit la sécurité est un échec, ça me rappelle quelque chose. Mais pour faire le lien et avec ce que... Non, tu vas pas nous dire que le management est un échec ? Je sais pas encore, laisse-moi quelques années. Mais c'est trop facile, ça. Non, mais... Surtout que le management en cyber, c'est pas du tout un échec, c'est plutôt un succès. Pour faire le lien avec ce que disait Nicolas, et sur le côté héros ou 100% dont tu parlais, moi j'ai été éduqué dans cette culture-là, au sens cyber, quand j'ai commencé il y a un petit peu plus de 10 ans. En cours, on me disait, vous allez être les cybercommandos, ils nous voyaient vraiment comme les Navy Seals
de l'entreprise et moi je trouvais ça vachement bien à l'époque, je trouvais ça super classe. Et après 10 ans de pratique, j'espère pouvoir passer ce message-là à tous les étudiants qui nous écouteront. La réalité de mon activité en entreprise, c'est que peut-être il y a 1% du temps où effectivement on sent le cybercommando qui fait 100% des flags sur le CTF. Le reste du temps, on se sent plus comme les cyber-éboueurs. On est quand même plus là pour gérer les trucs qui ont été posés par nos chers amis et collègues de l'IT il y a 10 ans, qui ont été oubliés là, qui sont critiques pour la survie de l'entreprise. Il faut pas l'oublier, ils sont là pour une raison. Et nous, on nous demande d'agir à 6h du matin en astreinte parce que y a un serveur qui sent pas très très bon et puis personne ne veut prendre ses gants et son sac poubelle pour aller le sortir, quoi. Donc je trouve que c'est une bonne image qui ramène un peu les pieds sur terre à tout le monde sur la cybersécurité, ou en tout cas sur la partie défensive. Pour rebondir un peu sur ce que disait Nicolas, il y a un phénomène aussi, je ne sais pas si on est tous d'accord sur ça, mais il y a pas mal d'imposteurs, d'un petit peu de mythos, des poseurs un peu, et puis on a nos divas aussi dans la communauté cyber. Comment on fait pour gérer ce genre de population? Parce que, bon, les mythos, à la rigueur, ils sont incompétents et voilà. Mais les divas, ce sont souvent des gens très très forts, qui ont un ego surdimensionné aussi, mais on a envie de les garder aussi et parfois ça peut être toxique pour une équipe. Donc comment on fait pour gérer ce genre de profil? Allez, j'y vais. Je pense que la clé, en tout cas, de la réponse à ta question, Jamila, c'est la construction d'une équipe, en fait. C'est que, finalement, dans une équipe, il faut quelques divas, il faut quelques super buteurs comme dans une équipe de foot, mais si t'as pas des défenseurs, si t'as pas des milieux de terrain, en fait, ton équipe, elle va pas fonctionner. Et je pense que la clé de la gestion de ces personnes-là, c'est de réussir à les intégrer dans une équipe, qui se fasse partie de cette équipe, qui se sentent membres de cette équipe, et qu'ils arrivent à faire progresser cette équipe de par leurs compétences qui sont avérées, au-delà de leur propre capacité à être très bons. Et je pense que moi, je les évaluerais plus sur leur capacité à faire progresser l'équipe que leur capacité à marquer des buts, tout simplement. Et en parlant de compétences, justement, comment vous faites la gestion des compétences au sein d'une équipe? Est-ce que vous avez des matrices que vous revoyez tous les trimestres? Comment vous faites ça et pour justement arriver à avoir une équipe hétérogène? Aujourd'hui, sur le mapping des compétences, il y a NIST qui a travaillé sur le framework NICE. Ça permet, ils ont fait un gros travail sur le mapping des compétences à la fois techniques et les compétences aussi communication, on va dire un petit peu plus transversales. C'est assez intéressant de le retrouver parce que ça permet de se rattacher à un référentiel pour refaire son mapping de ce qu'on a besoin en interne. On a aussi certains instituts On a quand même un magnifique mapping français qui a été fait par le groupe formation de Campus Cyber, disponible en ligne, une belle matrice qui part au départ de la modélisation des métiers de la cyber de la NSSI et qui va dans le détail de chaque compétence pour chaque métier. C'est exactement ça. On a l'ANSSI du coup qui a sorti le panorama des métiers de la cyber. Mais après aussi on avait des organismes comme le FIRST qui nous a sorti le CSIRT, Service Roles and Competencies, où on va retrouver aussi on va se rattacher en fait à ce mapping NICE. Et vous le revoyez, vous le revoyez tous les trimestres. Comment ça marche en fait pour s'assurer que finalement il y a une personne qui part de l'équipe parce qu'elle a été embauchée dans un autre groupe français. Comment vous faites ? C'est là où tu rentres dans la difficulté et le côté un peu chaotique du management, c'est qu'il n'y a c'est pas des ordinateurs, hein, les équipes elles bougent, elles vivent, et en plus, je vais faire une réponse d'expert, mais ça dépend, ça varie, en fonction de la taille de ton équipe, de ton organisation, et c'est pas la même chose si tu es dans un grand groupe où vous êtes 200 000 personnes, si dans un petit groupe où vous êtes 6 000, dans une PME de 150, ou dans un groupe de taille intermédiaire, on va dire entre 10 000 et 50 000.
tes revues et ta capacité à maintenir cette matrice-là, avoir du backup quand tu as une compétence qui part, va pas être la même si tu es sur une équipe de 60 personnes ou sur une équipe de 10. Typiquement, à une équipe de 10, vous allez avoir probablement une ressource sur chaque compétence vraiment clé. Là où sur une équipe de 60, vous allez pouvoir en avoir 2 ou 3 qui sont capables de reprendre le flambeau en cas de départ. Là où sur une équipe de 10, faudra peut-être faire un peu plus appel au consulting ou accepter d'avoir des piliers où on est peut-être un peu moins équipé en interne et on fait appel à de la prestation externe ou tout simplement on fait l'impasse d'un point de vue service et on dit très clairement à son management, écoute, je ne peux pas délivrer le service de reverse engineering parce que en reverse engineering, si je veux le faire correctement, il me faut 2 ressources, et des ressources qui sont très compliquées à recruter. Aujourd'hui, on est à 8 personnes, j'ai pas envie d'en mettre 2 sur ce sujet-là. Mais ça dépend, ça varie de ton contexte en fait. Et c'est une des difficultés qu'a le manager, s'adapter au contexte par rapport au framework dont on parlait tout à l'heure. Une petite question aussi. Comment on fait la transition entre être un expert, être opérationnel, être à fond sur les sujets et finalement devenir manager et c'est plus forcément ce qu'on te demande en fait. Comment toi tu l'as vécu et comment tu le gères au quotidien? Je crois que mon actuel chef m'a dit quelque chose qui m'a un petit peu marqué là récemment. Il m'a dit le manager c'est celui qui fait ce qui est nécessaire quoi qu'il arrive et en fait t'es là et effectivement t'es moins technique, t'es plus aussi bon en réseau, en établissement de règles sur ton SIEM, en réponse à incident, en gestion de crise que quelqu'un qui est dédié sur la tâche. Mais par contre t'as la capacité à reprendre le sujet un petit peu au pied levé. Et même si toi tu vas mettre 2 heures de plus que le gars qui est attitré et qui le fait en permanence, toi tu vas le faire et tu vas passer les 2 heures de plus. Et au final, moi je l'ai bien vécu parce que j'avais envie. Et je pense que c'est peut-être une des clés aussi pour être un bon manager. C'est un peu bateau, mais je pense qu'il faut avoir envie de manager les gens parce que clairement, si vous n'avez pas envie de vous confronter à cette difficulté-là, c'est un petit peu rébarbatif comme activité. C'est plus compliqué que la technique. Et comment se passe le passage de relais ou justement déléguer? Je pense que c'est l'un des gros challenges où en fait, inversement, la tâche, tu vas arriver à la faire en 1 heure, tu vas la donner à quelqu'un qui va mettre 5 heures. Et justement, des fois, ça peut aussi être très dur d'en arriver à ce type de situation. Comment t'as... Oui, puis même s'il met 5 heures, ce sera moins bien, tu devras repasser derrière. Comment tu étais passé outre? Eh ben, tu l'aides, tu l'encadres à ce qu'il progresse et il sache faire sans qu'il ait besoin de repasser derrière dans un premier temps. Et puis après, il sache faire en 3 heures, puis en 2 heures, puis en 1 heure et demie. Et voilà. Il faut de la persévérance. Je crois qu'Hervé met le doigt sur quelque chose d'important. C'est-à-dire que finalement, moi, dans ma manière de fonctionner, c'est pas très grave qu'il mette 5 heures à faire la tâche, surtout si c'est la première fois que je lui demande. Par contre, ce qui m'importe, c'est qu'il progresse. Et au final, être mauvais, c'est pas très grave. L'important, c'est d'être de moins en moins mauvais, j'ai envie de dire. Et je vais être honnête, au sein de mon équipe, les quelques trucs que je délègue comme ça, ou à la fin, au départ, je pense que je vais plus vite qu'eux. Le plus souvent, ça se termine, ils vont plus vite que moi. Et ils vont beaucoup plus vite que moi. Alors, je te rassure, pour ça, les enfants, ça aide beaucoup. Parce que au début, je m'amusais à les écraser aux jeux vidéo. Maintenant, je fais moins le malin à Fortnite. Je confirme. Donc, dans cet article, il y a quand même 10 commandements. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre sur lequel vous voudriez mettre l'accent? On ne va pas passer les 10 en revue, parce que ça nous prendrait trop longtemps. Mais moi, j'ai un petit faible pour la dette technique quand même. C'est un problème assez récurrent dans les entreprises. Est-ce que l'équipe sécurité doit être en charge des Windows XP, j'ose pas dire des NT4 qui restent dans un coin, ou est-ce qu'ils doivent refuser cette responsabilité? Ça va être... En fait, cette question de dette technique, c'est vrai qu'elle est récurrente, on la retrouve partout.
qu'on soit, peu importe l'équipe dans laquelle on est, on va être confronté sur des incidents à des choses qui vont être un peu sales, à du Windows Server 2003 ou autre, et finalement je pense que partir en croisade contre la dette technique de son entreprise, qui plus est, si plus elle est grande, plus ça devient complexe, plus il commence à avoir des enjeux avec les métiers, des enjeux politiques aussi des fois. Partir en croisade contre cette dette technique, c'est quasiment impossible. Le mieux, c'est de l'accepter et de savoir que demain, je peux être appelé sur un incident qui implique un serveur obsolète ou autre. Et qu'on le veuille ou non, en fait, cette dette technique, en fait, il y a une espèce de spirale de la dette technique qui est très bien retranscrit du coup dans un livre qui s'appelle DevOps Handbook, où ils expliquent comment la dette technique se crée. Et il propose aussi un certain nombre d'alternatives, en tout cas de recommandations pour essayer de l'endiguer. Je sais que dedans, par exemple, il propose de passer 20% de son temps à essayer de travailler à résorber cette dette technique, pour éviter qu'elle continue, qu'elle se crée et que finalement on se retrouve un peu dans la panade, quoi. Si je peux compléter ce que dit Théo rapidement, je pense que la clé dont il parle, c'est il faut l'accepter, cette dette technique. Elle fait partie du système d'information, elle est là, et voilà, comme on en parlait tout à l'heure quand on parlait des éboueurs, il faut vivre avec. Et je vais aller un tout petit peu plus loin. Si elle n'était pas là, on aurait peut-être moins de travail en cybersécurité aussi, hein. Ça fait partie de notre taf de réussir à faire fonctionner les entreprises malgré cette dette technique qui est particulièrement agaçante au quotidien. Mais ça fait partie de notre taf en fait. Et un autre point, là, je pense qu'il peut être hyper important à aborder, c'est comment vous, en tant que manager, vous arrivez du coup à gérer, on va dire, la complexité là, qui peut y avoir croissante, des menaces, même de la partie technologie, même de tout ce qui est, on va dire, crise. Est-ce que vous avez un commandement un petit peu là-dessus sur voilà, des profils qui peuvent être mis sous stress avec des crises qui durent et qui durent et qui durent? Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette complexité pour eux? Et est-ce que vous avez écrit un petit peu quelque chose là-dessus? Non, mais on en parle à deux endroits dans l'article, effectivement, de la gestion de crise. La préparation, principalement. Et ça, c'est... y a pas mal de rétextes maintenant, c'est devenu moins honteux de s'afficher et de dire on a eu un incident de cybersécurité. Donc globalement, on bénéficie de plus en plus des retours de la communauté et des retours d'expérience sur d'autres incidents. Et ça permet de se préparer au maximum. On parlait des frameworks ou des quadriciels pour faire plaisir à Nancy. On parlait de ça tout à l'heure. Je pense que c'est également un très bon moyen de se challenger et d'attester un peu de sa maturité en préparation à la crise. Et peut-être le point qui est important, c'est que de toute façon, cette crise, cet incident un petit peu majeur, faut partir du principe qu'il va arriver. Et vous pouvez être la meilleure équipe du monde, toutes les divas, vous les avez recrutées et tout, espérer sécuriser à 100% le système d'information, c'est globalement assez illusoire. Et pris sous cet angle-là, il faut mieux rentrer dans une obligation de moyens, tout simplement. Et se challenger sur des frameworks, donner des métriques, dire voilà, on est nul à 20%, on est bon à 60%, on couvre 80% du parc avec notre DR, voilà monsieur le RSSI, il y a 20% du parc, c'est un angle mort. Je donne des chiffres au hasard, hein, mais je pense que c'est peut-être le point le plus important, d'être très clair, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait au départ sur le fait de rien cacher dans les placards et de rien cacher à son management. C'est pas agréable à dire, hein, en tant que responsable d'une équipe de défense, j'ai 20% d'angle mort dans mon parc dont je suis au courant, et je parle pas de Shadow IT à ce moment-là, et pourtant c'est absolument indispensable que le top management, le board, le COMEX aient ces chiffres-là en tête et se mettre bien dans une démarche vis-à-vis de leur équipe cybersécurité qui n'est pas grâce à mon équipe cybersécurité, je n'aurai pas d'incident majeur dans mon entreprise, mais bien grâce à mon équipe cybersécurité, j'aurai moins d'incidents dans mon entreprise et ils seront peut-être un peu moins majeurs que si je n'avais pas eu d'équipe cybersécurité. Et
ça, c'est un sujet qui est éminemment politique, pour le coup. Pour revenir sur le sujet de la communication qui a été évoqué de ci, de là depuis le début de notre conversation, en termes de phraséologie, comment ça se passe une fois qu'on est manager? Parce qu'il y a tout un jargon qu'on utilise entre nous au niveau opérationnel, etc. Et puis souvent, on entend dire non, mais pour le niveau stratégique, il faut, donc en bon français, dumb it down. Donc c'est en gros vraiment simplifier les choses. Est-ce que tu as eu cette expérience? Et si oui, comment on ajuste son discours pour adresser sa nouvelle audience? Alors oui, j'ai eu cette expérience-là et je l'ai toujours au quotidien et je progresse toujours au quotidien là-dessus. Un des trucs que j'ai découvert en commençant le management, c'est qu'en fait, il y a des théories qui existent, au même sens que les théories mathématiques, sur la manière de communiquer avec les autres personnes. Et je pense à des méthodes comme la ProcessCom, la PNL ou la méthode DISC, qui mises bout à bout font un petit peu toute la même chose, juste le framework change un petit peu mais l'idée reste la même. C'est un petit peu réducteur hein, dans le principe. Vous allez catégoriser les gens, dire celui-ci il est plutôt rouge, par exemple pour le disque on va dire celui-ci il est plutôt rouge, lui il est plutôt jaune, plutôt vert ou plutôt bleu, et on va associer des comportements aux différentes couleurs. Le rouge on va être plutôt sur quelqu'un qui est très direct, on va avoir besoin de communiquer de manière très brève. Le bleu c'est un petit peu l'archétype de l'ingénieur, on va vouloir tout détailler, être beaucoup plus précis. Le jaune plutôt l'archétype du communicant. Ces profils-là sont détaillés et dans ces méthodes-là, en fait, elles vous expliquent comment communiquer avec différents profils. Et dans la ProcessCom, on va retrouver exactement les mêmes choses. Juste, on va se retrouver avec 6 profils au lieu de 4. Mais dans l'absolu, on va vous expliquer, quelqu'un qui est rouge, vous devez communiquer en allant directement au point. Il faut que vous soyez à votre conclusion en moins de 2 minutes. Et globalement, c'est quelque chose qui doit être très bref. Là où si vous parlez un bleu, toujours pour parler de la méthode DISC, vous parlez d'un bleu, là il va falloir être beaucoup plus détaillé, valoriser les faits, aller au bout du raisonnement et potentiellement prendre plus de temps pour expliquer. Si vous donnez des consignes à un jaune, il va falloir être très directif. Voilà, c'est ce genre de choses qui va sortir de ces méthodes-là. Et je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant dans ces méthodes-là, de se dire qu'on peut quelque part reverser un petit peu les interactions qu'on a entre humains, de la même manière qu'on reverserait un protocole réseau ou un software. Mais c'est des trucs que vous utilisez, que vous avez expérimenté, parce que moi j'en ai fait beaucoup, hein, tu sais, les tests PAPI du MBTI et toutes les techniques à la mode. J'ai jamais trouvé qu'il y avait quoi que ce soit de vraiment utile qui en ressortait. Enfin, à moins que chacun porte son profil sur son badge et qu'on formalise des interactions entre collègues à la machine à café et qu'on fait des créneaux pour les rouges et des créneaux pour les bleus. Sinon, en pratique, à un moment, il faut travailler avec quelqu'un, il faut se démerder pour que ça marche, quoi. Un petit peu de formation, pardon Théo, je vais rapidement et je te laisse la parole. Un petit peu de formation, ça aide. Beaucoup de pratique et pour le coup Nicolas, moi je trouve qu'il y a des phrases assez types de certains profils qui sont assez caractéristiques ou des attitudes et avec un peu d'expérience on arrive à les reconnaître assez rapidement. Maintenant on n'est pas dans une démarche très programmatique quoi, hein. Ça reste un peu du feeling. Oui mais c'est ça, comment tu les exploites après, parce que j'ai lu les bouquins sur la PNL hein, où t'attrapes quelqu'un par le poignet et du coup il va faire ce que tu lui dis, mais en pratique c'est pas toujours évident, surtout en réunion. Si tu dois attraper les bras de tout le monde, c'est compliqué quoi. Chose de très important, t'as dit comment tu les exploites. Et je vais te dire, tu les exploites pas. Et c'est même peut-être le point le plus important autour de ces méthodes-là, c'est que ça relève quand même un petit peu de la manipulation si c'est mal utilisé. Et de la même manière que dans un limite sécu, on est tous là de manière bienveillante, dans un environnement de management, il faut être là de manière bienveillante. Et ces méthodes-là, mal utilisées, vous pouvez blesser des gens en fait. Donc on les exploite pas, on les utilise pour faire que les collaborateurs se sentent mieux dans l'entreprise, pour essayer de mieux communiquer au quotidien avec ses interlocuteurs, mais clairement on les exploite pas. Alors, le mot exploitation a été dévoyé parce qu'on dit exploit
qui vient de l'anglais et on parle d'exploitation dans les SCTF, mais en pratique, quand tu exploites une mine, tu lui fais pas mal, tu vois. Enfin, en français, le mot exploitation, ouais, bon. Enfin, tout ça pour dire que c'est des techniques, je vais pas dire exploiter, mais je vais dire comment tu fais pour au moins les conscientiser. Tu vois, au moment où tu en as besoin, est-ce que tout le monde dans la pièce a conscience que tu es en train d'utiliser cette technique et que c'est comme ça qu'il faut faire? Pour prendre un parallèle, j'ai fait des cours de négociation. Et la négociation, ça marche que si tout le monde connaît la négociation. Si tu négocies avec des gens qui n'y connaissent rien et qui font du marchand de tapis, ça marche pas parce qu'ils voient pas ce que tu donnes, ils font pas des concessions de leur côté au moment où toi tu donnes quelque chose, etc. Ils ont pas toutes les notions de lignes rouges et de choses comme ça. Donc, pour moi, la PNL, ça marche ou toutes les techniques de communication interpersonnelle, tu sais, la communication non violente et ces choses-là, ça marche que si tout le monde joue le jeu. Mais en fait, si t'as un bozo dans le tas, pour pas dire un connard, tes techniques, elles vont pas marcher, quoi. Après, sur des techniques comme la PNL, finalement, il y a le message qu'on va vouloir véhiculer, mais il y a aussi une grosse partie qui est sur l'écoute. L'écoute, essayer de comprendre ce que la personne visualise, ce qu'elle pense, comment sa conception et son interprétation du message qu'elle a eu. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées à l'écoute active, à vraiment se concentrer sur la personne en elle-même pour essayer de mieux la comprendre et après pour adapter son message. Et je pense que le fond de ces techniques, c'est surtout apprendre à écouter l'autre et à essayer de le comprendre finalement. Nico, en préparant cet épisode, tu nous as dit que tu avais une anecdote croustillante sur le management. Quelle est-elle? Moi, j'ai pas énormément d'expérience de management, mais en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on lui fait des lettres de recommandation dithyrambiques pour être sûr qu'il aille mettre le chaos ailleurs. Donc, si on vous vend le candidat parfait, méfiez-vous, c'est probablement que quelqu'un essaie de s'en débarrasser. Ça marche particulièrement bien avec les divas? Ça marche avec tout le monde. Tu sais, tout le monde a une très haute opinion de lui-même. Hein. J'ai rencontré très peu de gens, à part les dépressifs, qui se prenaient pour des merdes. Il y a quand même un monde, Nico, entre se prendre pour une crotte et avoir un ego surdimensionné en mode moi j'ai besoin de personne. S'il y a bien un domaine dans lequel on a besoin de tout le monde, c'est la cyber. Donc je pense qu'il doit y avoir un entre-deux raisonnable. On a parlé du management interculturel, mais j'attends que Jamila se confronte au management intergénérationnel. Faire travailler un boomer, un millénial et une génération Z ensemble, c'est aussi un challenge en soi. Et pour revenir un petit peu sur toute cette partie management, est-ce qu'il y a des profils de personnes pour qui justement le management n'est pas du tout une piste potentiellement à explorer, en tout cas dans les... Voilà, une piste à explorer, c'est-à-dire des profils peut-être hyper techniques qui se disent je souhaite gravir les échelons et donc dans ce cas je vais passer manager. Est-ce qu'il y a justement un petit peu des risques où il faut pas tomber, des pièges dans lesquels il faut pas tomber? Je vais faire une réponse qui est un peu personnelle, mais je suis persuadé que tous les matins quand on se lève pour aller au boulot, il faut y aller avec le sourire et il faut avoir envie d'y aller. Si le profil que tu présentes là, qui est hyper technique, qui adore ça et qui a envie de décabler des binaires toute la journée, je pense que le vrai souci c'est qu'il a pas envie de manager des gens et pour le coup manager des gens c'est quand même gérer les emmerdes des autres toute la journée pour les aider à mieux faire leur boulot. Et au final, toi en tant que manager, quelque part, quand tu fais bien ton taf, quand tu sers à rien, juste que tu permets aux autres à bosser. Et si t'as pas envie de faire ça au départ, et que t'es juste là pour gravir les échelons, comme tu dis, et dans une approche purement carriériste, effectivement, je pense que tu vas pas bien manager. Par contre, tu progresseras peut-être dans l'entreprise. Hein. Ça, je dis pas que ça peut ne pas marcher, mais je pense qu'en termes de management, tu vas passer à côté de quelque chose. Et comment on reconnaît un manager qui a cette approche? C'est impossible.
En fait, c'est comme être parent, tu peux pas savoir si tu es bon avant d'avoir essayé. Alors pour être parent, c'est compliqué parce qu'après, tu peux pas te débarrasser des enfants si ça marche pas. Si tu es manager, tu peux toujours retourner à un poste d'expert technique et quitte à changer de boîte, mais il y a des gens qui sont vraiment révélés dans le management alors qu'on les attendait sur du reverse et des trucs vraiment compliqués, enfin vraiment bas niveau technique. Et en fait, ils se sont révélés dans le management parce qu'en fait, ils ont considéré ça comme du reverse engineering d'humain. Et il y en a d'autres qui avaient les dents longues et qui voulaient être managers juste pour avoir de l'argent, mais ça fait pas d'eux des managers, quoi. Enfin, c'est comme le saut à l'élastique ou le parachute, tu sais pas si t'aimes ça avant d'avoir essayé. Non, puis il faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui essayent à un moment donné et ça leur va pas du tout et ça leur plaît pas du tout. Et finalement, plus tard dans leur carrière, ils s'avèrent être complètement faits pour ça. Donc il y a aussi un problème de timing et qu'une même personne n'est pas faite pour gérer les autres à un moment donné. Et finalement, à un autre moment donné, elle est complètement faite pour gérer les autres. Et le plus rigolo, c'est que la première fois, c'est la personne qui veut devenir manager et c'est une catastrophe. Et la fois d'après, c'est finalement quelqu'un qui, entre guillemets, l'oblige à devenir manager parce que c'est son propre manager qui sent qu'il est mûr pour ça. L'autre ne veut pas et il s'avère un extraordinaire manager. Donc c'est plus complexe qu'il y paraît de savoir à quel moment les gens sont psychologiquement, intellectuellement prêts à justement gérer les galères des autres. Puis il y a aussi sûrement une question de match, parce que moi, par exemple, dans ma petite expérience, j'ai eu des managers où j'avais l'impression que c'était de bons managers pour l'équipe, mais moi, je pouvais pas, quoi. Ça m'allait pas. Donc c'est aussi voir l'équipe, est-ce que ça match ou pas. Ouais, tu reviens sur un point qui est peut-être important, c'est que ton manager, il doit quelque part induire de la confiance en lui et en toi dans l'équipe. Et peut-être pour répondre à la question de Johan, peut-être que le bon manager, tu le repères parce que tu as confiance en lui et il te donne confiance en toi. Ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que vous souhaiteriez ajouter d'autres choses en mot de la fin. Sur le mot de la fin, moi je terminerai avec la règle bonus qu'on met dans l'article, qui est le chaos tu embrasseras. La réalité, c'est que quel que soit le profil de management que vous allez avoir, la taille de l'équipe que vous allez gérer, c'est juste impossible d'espérer tout maîtriser. Et voilà, une équipe de déjà 5 personnes, c'est extrêmement compliqué. Et dès que vous grossissez un petit peu en termes d'équipe, en fait, il y a plein de choses qui vont partir un peu dans tous les sens sans que vous les maîtrisiez proprement. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, alors que vous en êtes responsable de ces choses-là vis-à-vis de votre hiérarchie et vis-à-vis du top management de l'entreprise. Pour autant, embrasser cette partie-là, et ça fait partie du boulot. Donc, c'est peut-être ça pour moi, le mot de la fin pour moi ce serait ça, c'est embrasser le chaos, acceptez-le, et vous allez pouvoir vous exprimer dedans comme on l'exprimait juste avant, en fait, tout simplement. Lâchez prise. Laissez-vous aller et profitez du moment. Théo ? Moi, je dirais que finalement, le management, c'est comme la cybersécurité. Si on est curieux, si on a envie d'apprendre aussi, si on pratique tous les jours, il n'y a pas de raison non plus que ça se passe mal. Et qu'il faut essayer. Peut-être un point qu'on m'a demandé de rajouter dans l'article, et j'y pense là, je suis désolé. Choisissez votre manager. En fait, tout simplement. Choisissez votre manager. Vous allez peut-être manager, mais votre manager, il est là pour vous faire grandir, vous, dans votre poste. Mais vous, quand vous prenez un nouveau job, vous devez choisir votre manager pour que lui-même vous fasse grandir dans votre job de manager. Et finalement,
c'est un peu négatif, mais si vous choisissez un psychopathe, vous avez bonne chance de grandir et de devenir un manager psychopathe. Si vous choisissez un mec bienveillant qui est là pour vous faire grandir et qui va avoir à cœur de vous faire progresser dans votre carrière, dans l'entreprise, dans votre job, normalement ça devrait bien se passer. Bon bien, Étienne, Théo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.